Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité a vécu plusieurs vies. Il a été mécanicien, pilote et même vendeur d'engins de chantier. Puis il est devenu un journaliste automobile à l'humour décapant et à la plume reconnaissable entre mille. Au fil des années, vous avez pu le lire dans Auto Hebdo, Échappement, 4x4 Magazine, Sport Auto et j'en oublie. Forcément, avec un parcours aussi incroyable, préparez-vous à entendre de sacrées histoires et narrées avec talent, car mon invité, c'est un peu le Michel Audiard des journalistes auto. Je reçois dans cet épisode Yves Bérozet. Et Yves, c'est un personnage, un garçon à la langue bien pendue. Si bien qu'exceptionnellement, je vais lui consacrer 2 épisodes. Dans celui-ci, on remonte aux sources de sa passion pour l'auto, à ses débuts en compétition et à sa carrière dans le journalisme automobile. Mais oui. Bonjour Yves. Salut Vincent. Comment ça va ? Eh ben bien, et toi là, on s'est croisés il n'y a pas très longtemps, mais ça fait toujours plaisir. Mais ça fait déjà trop longtemps qu'on s'est croisés Yves. Ah bon ? Ah bah oui. Oh dis donc. Bon. T'as bien fait de m'appeler, c'est super gentil. Du moment qu'on parle pas de bagnole, moi, tu sais, ça me va. Bon bah écoute, merci Yves, c'était sympa, hein, donc voilà, c'est la fin de cet épisode, salut. Allez, à bientôt. Bon, donc je suis désolé, évidemment, on va parler bagnole, on va un peu parler voiture aussi, on va peut-être parler un peu sport automobile, on va peut-être aussi parler merguez, déplaçoires et autres engins motorisés à 4 roues, parfois moins peut-être, je sais pas, ça dépend un peu parfois de toi. Parfois moins, ouais. Toi, voilà. Ça dépend du profil et puis du coup de volant plus ou moins appuyé. Enfin, je suis pas un spécialiste du 2 roues. Ouais, bon écoute, ça tombe bien, moi non plus. Bah tu sais, moi j'aime bien toujours un peu remonter aux origines. Alors du coup, ta passion pour l'automobile, c'est un truc qui vient de la famille ou c'est vraiment toi qui l'as développé tout seul dans ton coin comme un grand ? Alors, je vais te dire un truc. Mon père avait l'habitude de dire que mes 2 premiers mots, c'était vroom et vroom. Ah. Mais c'est pas dans ma famille, parce que ma famille paternelle sont des horticulteurs. Ouais. Et puis, mon père, lui, alors, il a touché au moteur. Enfin, il était pilote de chasse en 43-44 aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Bah, c'était un peu la guerre. Et puis, l'armée française se reconstruisait à droite à gauche. Et en particulier, les États-Unis avaient, après avoir mitraillé la chambre de mon père et de mon oncle chez mes grands-parents, parce qu'ils étaient en bout de piste à Rabat. Mon père n'a pas été rancunier. Donc, quand ils ont fait des sélections pour essayer de trouver des futurs, remonter des escadrilles, etc., il a été sélectionné. Il s'est retrouvé à Tuscaloosa, en Alabama, là où il y a une usine Mercedes, tu vois. Ouais. Et puis il a fait une année d'apprentissage. Et puis quand la nouvelle vague est arrivée, celle de 44, là ils l'ont gardé comme instructeur. Donc bon, moi j'étais pas encore né malgré mon âge canonique, mais quand j'ai connu mon père, il était pilote, mais dans l'agriculture. Ah oui. Donc il avait entre autres un Piper Cub. Ouais. Et il faisait de l'épandage. Il pulvérisait les rizières, par exemple, ou il faisait la chasse aux sauterelles, quand c'était pas le contraire. Un jour, le nuage de sauterelles a fait demi-tour, et puis il y en a eu jusque dans les soupapes du zinc, et c'est devenu réellement plus lourd que l'air. Donc il s'est posé un peu positivement. Donc voilà, et puis donc je l'ai connu à ce moment-là. C'est d'ailleurs mes 2 plus vieux souvenirs. Alors, il y en a un d'avion et un autre d'auto. On va y arriver, tu vois, quand même. Ouais. Et c'était mon baptême dans un Stearman. Alors, Stearman, après, ça a été Boeing, tu vois. Ouais. Il y en a au moins un chez Salis à La Ferté-Alais. À La Ferté, oui, bien sûr, oui. C'est un biplan très connu. C'était un peu le Cessna de l'époque, très facile à piloter, très robuste, un très bon avion qui a eu un succès énorme. Ouais, mais je le savais pas. À 3 ans, on va me mettre ça dans la tête. Et donc, j'étais assis sur les genoux du mécanicien. Devant, c'est un tandem, hein. Donc un biplan tandem, avec un moteur en étoile. Et moi, j'étais devant, le pilote était derrière, mon père. Et devant, j'étais sur les genoux du mécanicien, avec une sangle abdominale quand même, de mémoire, et une veste, un bomber, tu sais, genre veste chapeau,
un bombardier, à bouclette, à l'envers, enfilé à l'envers, parce que c'était sûrement pas ma taille, et puis ça me protégeait mieux du vent. Oui, parce que là, dans ce truc-là, t'as pas de pare-brise, enfin, t'as pas de pare-brise, t'as la tête dans l'air, quoi. T'as une bonne clim avec l'hélice, Ouais, mais bon, c'était au-dessus de Rabat, donc c'était clément ouais. comme climat. Et puis là, mon père, à un moment, incline le zinc, me tape sur l'épaule, nous tape sur l'épaule, et il incline le zinc, et il montre en bas, sûrement la maison des grands-parents, j'en sais rien. Mais moi, j'étais les deux mains arc-boutées sur le bord de la baignoire, là, de peur de baigner. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai choisi les 4 roues, que j'ai choisi l'automobile. Je pense. Je pense que c'est le bout. Ouais, le plancher des vaches, c'était plus rassurant. Ouais, ouais. Et puis alors, mon deuxième plus vieux souvenir, toujours vers l'âge de 3 ans, c'est j'étais en ville avec ma tante, un truc comme ça, et j'aperçois mon père, ce qui était rare, parce que je le voyais qu'à la maison et debout à table, enfin, voilà, en civil. Et là, il était en combinaison de pilote au volant d'une Jeep jaune, qui était sa voiture de service. Ouais. Voilà, parce qu'il volait pour une société qui s'appelait Agricolavia ou Agricolaya. Enfin, il y avait ça au Maroc. Donc voilà mon premier souvenir d'auto. Puis après, il essayait d'apprendre à ma mère à conduire avec au volant d'une Simca 5, parce qu'il avait une Ouais. Simca 5 à titre perso. Mhm. Et je me rappelle les allers-retours dans la rue Branly à Rabat, au quartier de l'aviation, et moi j'étais derrière, je ne perdais pas une miette, mais Hmm. La Simca 5, c'était la Fiat Topolino version française. Topolino Simca, ouais, c'est Ouais. ça, la Fiat Topolino, l'ancêtre de la Fiat 500. Mhm. Et ouais, c'était rigolo, je vois bien la bouille de cette auto. Ouais, ouais, ça avait une bonne gueule, ouais. Puis sinon, ma voiture du dimanche, c'était ma tante qui m'emmenait promener ma tortue en forêt et au volant de sa Dauphine, parce Ouais. qu'elle avait retourné une 4 chevaux. Donc c'était muscler les vertèbres un peu en 4 chevaux. Et là, elle était passée à la Dauphine, celle-là, elle l'a jamais retournée. Je m'en suis chargé beaucoup plus tard parce que ça a été ma première voiture Ah, d'étudiant. j'allais te poser la question, à quel âge t'as conduit la première fois? Oh, j'ai dû conduire tu sais, tardivement, à 16 ans, parce que j'avais un copain qui était plus cancre que moi. À l'époque, j'étais pas encore. Et lui j'avais 16 ans en seconde, et lui, on avait 18. Et donc, il avait la 2 chevaux, et c'était sur les bords du lac d'Annecy. Et heureusement, c'est embrayage centrifuge, donc il n'y avait pas de pédale d'embrayage. Ouais. On accélérait. Il fallait débrayer pour passer les vitesses. Ouais, ouais. Puis le bec de canne, là, le Mhm. porte-manteau. Mhm. Non, non, c'était bon. Voilà l'époque, en fait. Tu vois, on était en 64, quoi. Et donc ta première voiture, c'était la Dauphine alors? Alors, la première que j'ai achetée avec ma première paye, mon premier job d'été, j'ai acheté une Dauphine à Alain Beauchef. Alain Beauchef, on était camarades d'école. Alors, il y avait une bande de malfaiteurs dans cette promotion-là. Promotion à l'ETACA, École technique d'aéronautique et de construction automobile, et qui s'appelle maintenant ESTACA, École supérieure. Ouais. Donc, moi, à l'époque, j'étais plutôt le côté inférieur. Et, et donc, on était dans une bande de furieux de l'auto, dont très peu ont fait de l'auto, et surtout, 2 seuls dans cette promotion ont fabriqué, ont construit des autos, c'est-à-dire, modestement, votre serviteur. J'ai construit quelques formules Ford, une douzaine, et surtout, l'immense, l'énorme, qui a été mon parrain dans la presse automobile, qui m'a appris le métier, Gilles Dupré. Ouais. Et je crois que nous connaissons très bien son fils Stéphane, puisque nous le côtoyons en Auto Plus. Voilà. C'est bien. Donc il a repris le flambeau. Et donc Gilles Dupré construisait. Alors on se connaissait pas à l'époque, on s'est retrouvés. J'anticipe un peu, mais on s'est retrouvés à travailler ensemble à Auto Hebdo, qui a été mon premier journal. Ouais. Et on s'est retrouvés, mais on se connaissait pas, si tu veux. On se connaissait par Alain Beauchef interposé, parce que d'abord on séchait pas les mêmes cours. Et ensuite, lui construisait d'abord une barquette Simca Shell, et c'était des autos magnifiques sur lesquelles on a vu courir ma mère, Slaper, etc., Guy Fréquelin, enfin tout le monde. Et après, il a construit des formules Renault Europe, une pour Alain Beauchef, une pour lui. Et pendant ce temps-là, moi, je construisais des formules Ford en Belgique sur le circuit de Zolder, chez un autre grand frère, je dirais, Jean-François Vanet, c'est un Suisse. Et Jean-François Vanet,
Il était venu à Zolder pour faire le Belgian Racing School de Paul Detens, qui était beaucoup plus abordable que Manicourt, qui était une école top niveau, hein, le Winfield, les frères Knight, etc., Tico Martini, et tout, le berceau de l'automobile, du sport automobile français, Manicourt. Et donc, Jean-François, il est arrivé d'Yverdon à Zolder pour faire le volant, et puis bon, pour pas se bouffer avec, ils étaient deux, Luc Goris et lui, et qui allaient se déchirer en finale. Ils ont dit, bon, on va pas payer des tours, se payer des séries de tours. Jean-François, il dit, moi, je vais directement aller m'acheter une voiture en Angleterre. Et il s'était acheté une Alexis. Alors, Jean-François, avant, il avait fait le Polytechnicum de Lausanne, et il avait commencé chez Sbarro, chez Franco Sbarro. Et il s'est installé en Belgique. Alors, il a fait un voyage pour la caravane parce qu'il avait planté sur le circuit, un voyage pour aller acheter une Alexis en Angleterre, et il vivait sur le circuit. Et puis Paul Detens l'a embauché comme mécanicien de l'école. Et comme moi, je suis arrivé à l'école, j'ai fait sa connaissance, et comme j'avais 2-3 notions de monoplace, là, on a sympathisé, et il était en train de construire sa voiture parce qu'il en avait marre de perdre des roues avec son Alexis, et donc il s'est construit sa première Vannet. Et comme il a mis à la première course, il a entouré tout le monde, il est parti devant. La voiture était pas peinte, rien, elle tenait avec des sandaux. Il s'est retrouvé, il a abandonné parce qu'il y a eu un joint de culasse ou une histoire comme ça. Il l'a abandonné, mais avec un immense sourire. Et là, il s'est retrouvé avec 6 chèques dans la main. Donc, il m'a envoyé un petit mot à Paris, et il m'a dit, là, je vais pas y arriver tout seul, il faut que tu viennes. Alors, il avait beaucoup de courage, hein, parce que moi, je suis quand même né avec 10 pouces gauche, et puis j'étais matheux, quoi. J'avais un bac maths, mais aucune technique, rien. Et puis c'est pas à l'ETACA que j'en avais pris beaucoup non plus, c'était pas drôle. Mais je savais faire deux, trois trucs. Parce que à Annecy, où j'étais au lycée, je passais 4 fois par jour dans une ruelle où il y avait un chauffagiste plombier qui s'appelle Dalbo. Le père et le fils Dalbo, Marius et Patrick, avaient construit des Formule 3, sur lesquelles courait entre autres Patrick, des Formules Renault aussi, bien sûr, des Formules France, même ça devait s'appeler à l'époque, et des Formules 2. Mais des caisses, mais sublimes, sublimissimes de construction, et dans lesquelles on roulait des Carlos Paché, Jean-Pierre Beltoise, Jean-Pierre Jabouille, Patrick Depailler et Patrick Dalbo. Excusez du peu. Ouais. Donc moi, j'avais fait partie un peu je les avais accompagnés sur des courses. J'ai aidé à charger le camion, j'allais faire les sandwichs, enfin, j'en ratais pas une miette. Et du coup, grâce à leur mécano, un jeune mécano qui arrivait du virage Fiat au bout de la rue, Salvatore Incandela. Et Salvatore, il m'avait appris à faire une géométrie avec un appareil Dunlop sur une monoplace. Il m'avait appris à changer les rapports de boîte d'une boîte Houland. Et donc j'étais pas complètement puceau. Heureusement, ça m'a aidé à passer le cap de Jean-François, qui était pas un tendre, mais qui était après un type très très tendre, très vraiment merveilleux. Mais au début, c'était un peu le Suisse, tu sais, on passe pas, quoi. Qu'est-ce que vous avez à déclarer? En fait, il se laissait pas enfumer, quoi. Et quand il a vu que je disais rien, mais que je savais régler une géométrie, que je savais changer des rapports de boîte, que j'avais passé un moteur au banc, que je savais faire 2-3 trucs, j'ai eu mon visa. Et donc, il m'a embauché comme ça 2 hivers, et on a construit 2 fois 6 Formule Ford, puis une Super V, puis une voiture de course de côte, à partir d'une ancienne Formule 3 avec un moteur de Formule 2. Enfin bon, je me suis éclaté. J'ai appris à tenir une lime, à tenir une scie, à faire du polyester. Ça, je savais pas faire. Je savais pas faire la carrosserie. Mais alors, comment t'es passé de la clé à molette au volant? Alors, parce que moi, je savais bien que, bon, déjà, j'ai pas gagné le volant. Je pouvais pas me payer Manicourt, et je n'ai pas été en mesure de gagner le volant Formule Ford de Zolder. J'ai pas été assez bon. Et donc, c'est drôle parce que le jour de la finale, j'étais un peu énervé, j'ai cru bien faire, etc.
tour de lancement, je fais un tête à queue devant les pieds de Paul Frère, qui était le président du jury, Monsieur Paul Frère, Bah oui. que j'ai retrouvé après comme grand frère, comme pape, si Oui. tu veux, comme pape des essayeurs automobiles, lui qui est ingénieur, qui a gagné Le Mans, Ouais. qu'on attrape de force, qu'on met dans une Ferrari à Spa-Francorchamps au Grand Prix, et qui fait le 3e temps, et alors qu'il voulait pas, parce qu'il voulait, il voulait un métier honnête, il voulait nourrir sa famille, et les mecs donc il était venu exprès que le samedi et pas le vendredi, et il l'avait chopé de force, il l'avait mis dans la voiture, et je crois qu'il avait fini 3e, ou 2e ou 3e, et derrière lui, il y avait Moss et Fangio quand même. Voilà, Monsieur Paul Frère. Ouais, Monsieur Paul Frère, un dieu. Et donc, moi, j'ai travaillé avec Jean-François, j'ai été son mécano, j'ai baigné dans la course, j'ai rencontré des gens sympas, j'ai vu des Derek Warwick, des David Kennedy. Et un jour, après je suis rentré en France, parce que c'est pas avec ça que je gagnais ma vie. J'étais avec Jean-François, on comptait, quoi. On mangeait le sandwich dans le camion, on dormait dans le camion parfois, et c'était tout pour mettre de l'essence dans sa voiture, etc. Et il a gagné je ne sais combien de courses de Formule Ford, y compris en course européenne. Et donc la barre était assez haute et j'ai eu le bon exemple. Donc je suis rentré en France, dans ma Haute-Savoie, et là j'allais chez un ami garagiste qui m'a appris à acheter un break 3 chevaux, un break à mi-6 pourri, 300 francs, parce que en Haute-Savoie, il y a beaucoup de sel sur les routes, et puis les Amicis, comme les voitures françaises, n'étaient pas protégées à l'époque, donc tu finissais par freiner avec les pieds, quoi, tu voyais bien la route. Et donc, il m'a appris à acheter un break Amicis 300 francs, à lui remettre un plancher, à lui mettre 4 pneus, une batterie, une peinture, etc., les freins, les trucs, les machins, et à la revendre 3000. Donc j'en ai fait quelques-unes comme ça, ce qui m'a permis d'avoir une tirelire et d'aller acheter ma voiture. Alors le but, la bourse à la Formule Ford, c'était soit la dernière course de la saison, ce qui est logique, hein, genre octobre, soit alors si j'avais pas vendu assez de 3 chevaux, donc en mars, au début de la saison. Et je me suis retrouvé avec la remorque, le break Cortina et mon ami qui avait cassé sa tirelire aussi, mais je l'ai remboursé plus tard en lui achetant une Triumph Spitfire. Donc on était quitte, et merci Jacqueline, grâce à elle j'ai pu démarrer en course, grâce à mon père aussi que j'ai remboursé plus tard. Et donc j'ai acheté cette Formule Ford à Silverstone d'occasion, et j'ai pas pu courir la saison 73 parce que je l'ai refaite dans un box. Je l'ai refaite, j'ai pris des moules, j'ai pris de carrosserie au cas où un vilain bâtard viendrait s'essuyer les pneus sur mon museau. Et donc il faut prévoir, hein, avant, c'est mieux avant, hein, que quand c'est en puzzle. Et puis j'ai fait cette auto, c'était une Titane, une voiture formidable. Parce qu'à l'époque, la Formule Ford, c'était fantastique, c'était Dieu. Parce que Formule Ford, c'était la parfaite voiture de course à l'anglaise, parce qu'ils disent une bonne voiture de course, si on enlève une pièce, elle doit plus marcher, quoi. Donc une Formule Ford, c'est le minimum, il n'y a pas d'aéro, il y a des jantes en tôle, il y a une boîte Hewland incassable, il y a un moteur Formule Ford, c'est une batteuse, bloc fonte, culasse fonte, moteur à culbuteur, enfin, etc. Et ça faisait 100 chevaux pour 400 kilos. Donc ça marchait comme une Porsche, quoi. Enfin, c'était fabuleux. Alors j'ai acheté cette Titane parce que j'avais vu rouler, j'étais allé au Formule Ford Festival un an avant, enfin l'édition d'avant, et j'avais vu un Sud-Africain qui avait fait les essais libres en tête, si tu veux. Après il est un peu rentré dans le rang, mais il était très vite. Avec cette vieille Titane, une Formule Ford pouvait durer plusieurs saisons. On n'était pas tombé dans, tu sais, la dernière bidouille, j'avance pas si j'ai pas la dernière modif. Enfin bon, je peux te raconter des anecdotes de course comme ça fabuleuses, quoi. Non, la voiture, elle est bonne, tu la règles bien, et puis tu mets le pied au fond, et puis voilà, c'est ce que faisait ce Sud-Africain.
Et donc, j'ai acheté une Titane et j'ai attaqué la première saison. J'ai pas fait beaucoup de courses parce que c'était le choc pétrolier. Donc, la Ah oui, compète était interdite en France. Merci, monsieur Mesmer, ouais, paix à pas de son peau. âme. Et bon, c'est sûr que la compète française, en France, de toute façon, ça consommait 10 fois moins que d'aller jouer au tiercé ou d'aller acheter ses clopes le dimanche matin ou d'aller voir un match de foot. Mais bon, il fallait, on savait, la démagogie c'était déjà inventé. Donc, je me suis retrouvé à faire 3 courses la première saison, dont une s'est finie dans le rail. Donc ça, c'était mon Ouh. premier rail. Ah, Ouais, violent. C'était le virage Jackie X à Zolder, qui était, je dois être le dernier à m'être tollé là-dedans, parce que c'était avant les stands, il y avait un S gauche-droite qui se prenait en Formule Ford à fond 3, début 4, tu vois, donc à 180, hein, une Formule Ford, ça roule à 200, t'es content. Et j'étais en rade, donc j'avais le bras levé, je roulais 2 roues sur la bordure, parce que j'étais sur 3 cylindres en gros, tu vois, et j'avais eu le temps de changer les bougies, quoi, de mettre des bougies neuves, et puis de temps en temps, bah, dans les neuves, t'en as une pourrie. Bon, bref, et j'étais à la ramasse, 2 roues sur la bordure, le bras levé, et le peloton me prend un tour. Le peloton de tête arrive, me prend un tour, et puis il y en a un qui me déboîte un petit peu, tu vois, qui ne pouvait pas me voir. C'était Pascal Wittmer, un Belge. Et on s'est revus, on s'est pas tapé dessus, hein, le pauvre vieux, il était vraiment pour rien, et surtout, bon, il m'a arraché la roue avant gauche. J'ai plus de direction, je suis parti vers le rail, donc vers le pied des tribunes, et lui, pendant ce temps-là, il était sur 2 roues, en train de se faire un béret, tu vois. Donc, j'ai écrabouillé la voiture et mon genou, et j'ai traversé la piste, j'ai vite foncé dans l'ambulance parce qu'on m'y invitait, puis savoir comment il allait, puis en fait, ça allait très bien. C'est ressauté, c'est protégé, on est sanglé, enfin bon, des vraies voitures, des vraies bonnes voitures de course. Donc voilà mon premier rail que je redoutais. Parce que tu sais, tant que tu t'es pas, c'est comme à ski, quoi, tant que tu t'es pas pris une bonne tôle, tu te dis que ça doit faire mal, c'est comment, etc. Bon, bah là, je savais comment c'était. J'avais fait connaissance avec le rail. Donc j'ai eu tout l'hiver avec mon Snowhead au début. J'ai quand même pu faire du ski, c'est essentiel, ça aide à cicatriser, hein, c'est la meilleure éduque. Et puis j'ai reconstruit mon châssis qui faisait plus que, au lieu de faire 45 cm de large, il devait plus en faire que 25. Donc je l'ai reconstruit. Et puis j'ai fait une saison 75, 75 avec mes potes et tout, avec ma Titane. Et puis l'année d'après, comme la Titane elle commençait vraiment à devenir obsolète, en la phagocytant, en l'utilisant comme voiture donneuse, j'ai fait ma Béroset spéciale, si tu veux, avec ce ouais. que j'avais appris chez Jean-François, en regardant ce que je croyais être bien chez les autres, voilà, humblement, et en faisant une voiture très, très simple de forme, parce que j'avais pas le temps de faire un master, de faire un plâtre, quoi, et puis d'aller mouler dessus. Donc j'ai fait directement les moules en tôle, donc c'était des formes assez géométriques, ça n'empêche pas de rouler, et j'ai fait cette auto. Donc je fais surtout un peu de mécanique, parce que je courais toujours après le 4e piston pour faire le compte. Mais je l'ai fait. Et là, à la fin de la saison, Jean-François Vanet, donc mon parrain de la Formule Ford, me dit, écoute, l'année prochaine, je vais pas rouler, tu peux avoir ma voiture, donc une des voitures que j'avais construite avec lui 2 ans avant. Tu peux avoir ma voiture, moi je vais pas rouler parce qu'il y a un petit Belge là, s'il y en a un qui sort, c'est lui. Donc si tu m'aides à le faire rouler, t'as ma voiture. Et le petit Belge en question, donc ça a été mon équipier pendant une saison, la saison 77, 77, c'était Thierry Boutsen. Alors lui devant, moi derrière, mais on a été équipiers pendant une saison. Génial. Et ouais, donc grande amitié, etc. Enfin voilà. Et du coup, cette expérience en Formule Ford, ça a duré jusqu'à quand? Alors oui, alors j'ai attaqué en 72 comme mécano, 71, et puis j'ai fait la saison 77. Et après, en, je suis rentré dans mes montagnes. Et là, mon père vendait des fraises à neige. Donc les trucs, tu sais, pour ouvrir le col de l'Isran ou des machins comme ça Ouais. au mois de mai. Et puis pour déneiger les routes, le Lotaret, etc. Donc il travaillait pour une boîte allemande de forêt noire,
Alfred Schmitt. C'était le leader, c'était une boîte artisanale, ils étaient 300 fraises par an, ils étaient 300 personnes, mais c'était vraiment le leader de la spécialité. Et lui s'occupait des marchés comme la France, l'Espagne. Et c'était l'époque où il fallait faire Schmitt France, il fallait faire une filiale. Donc, comme mon père faisait 80 000 km par an en voiture, plus le reste en train et en avion, il n'y avait pas trop le temps. Alors, je m'y suis collé, trouvé un bureau, une secrétaire. Là, je ne suis pas allé chercher très loin. Et, traduire les prospectus allemands, faire les tarifs. Enfin, voilà, j'ai appris un métier qui n'était pas le mien et je me suis passionné parce que c'était quand même du matériel, pas de course, mais il y avait quand même dans les fraises. Alors, il n'y en avait pas en France comme ça, mais on la sortait une fois par an pour les démonstrations, pour ouvrir le col de Lisan, par exemple, ou du Galibier. Et il y avait un V12 biturbo de 1200 chevaux. Wow. Donc, diesel, hein, donc c'était un 24 litres de cylindrée, ou un machin comme ça, qui devait tourner à 1500 tours, tu vois. Mais c'était un truc qui pulsait 1200 chevaux. Le tracteur lui-même en avait 400. C'était des trucs d'aéroport qui crachaient à 50 mètres, enfin, tu vois. Ouais. Et donc, ça me passionnait. Mais quand même, j'étais abonné à Auto Hebdo. Et puis un jour, un ami d'Annecy me dit t'as vu, il cherche un essayeur à Auto Hebdo. Je n'avais même pas vu, c'était dans les petites annonces. Il y avait des annonces pour des journalistes auto à l'époque. Alors, tiens-toi bien. Et on a refait le coup avec Gilles Dupré. Donc c'était à Auto Hebdo. Et je vois, cherche essayeur, mais il voulait pas, pour qu'il ait mis en petite annonce, c'est qu'il voulait pas un journaliste. Il voulait plutôt quelqu'un de l'automobile, tu vois. Il voulait une nouvelle tête. Il voulait un type frais. Donc, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé mon Gilles Dupré. Je dis, ça y est, les constructeurs ont eu ta peau, là, depuis que tu les assassines. Parce qu'Auto Hebdo qui sortait le jeudi à l'époque, c'était le Canard enchaîné, quoi. Une semaine, c'était Renault, une semaine, c'était Peugeot, une semaine, c'était Citroën. Donc, parce que en face, tu avais quand même une Alpha Sud qui roulait très très bien, mais qui avait un train avant sensationnel, un moteur. Les moteurs étaient pas trop mauvais en France, mais tu avais une Golf GT, enfin, qui infusait tout, même une Escort XR3i, c'était XR3 puis XR3i, ça faisait, nos voitures avaient l'air pâles, quoi. C'était triste, on savait faire, mais on laissait pas faire, les gars, parce qu'il y avait même des gens qui savaient faire des voitures en France, et pas que des voitures de course. Donc bref, alors il me dit non, pas du tout, c'est parce que nos essais marchent bien, ça nous a permis, tu vois bien, le seul fait de créer Auto Hebdo, bravo Michel Hommel, hein, ça a mis Sport Auto de 120 000 à 70 000 exemplaires par mois. Tu vois, c'est normal. Et oui, parce que Sport Auto, qui était une référence, en tout cas, pour le sport international, la Formule 1, et les beaux essais de José Ravinski, les Jaguars, les trucs, les machins. Et à côté de ça, il y avait Échappement, qui était la Bible du sport national. Ouais. Les rallyes, les courses de côte, l'autocross, etc. Il n'y avait pas encore rallye cross, où il arrivait avec Auto Hebdo en 76. Et donc, il me dit non, c'est parce que c'est pour essayer de finir Sport Auto, enfin de les calmer définitivement, de se mettre à leur niveau, quoi, d'arriver. Le but, c'était d'arriver chacun à 40 000, 45 000 ventes. Donc, on va doubler les essais. Donc, on cherche un essayeur. Mais pour lui, je travaillais à la Bérozenco avec mon père. J'ai dit, mais non, tu sais, c'est pas une monarchie. Hein. Et puis moi, c'est pas mon truc. Même s'il y a 1200 chevaux dans certaines fraises, moi, je lis pas Fraise Magazine, je lis Auto Hebdo toutes les semaines. Donc, il me dit, écoute, je vais t'envoyer le devoir de vacances comme à tout le monde. Parce qu'évidemment, quand il y a eu une annonce dans Auto Hebdo, t'as quand même 400 mecs qui ont répondu en se disant on va faire broum broum, on va avoir une Porsche le week-end pour promener la copine, etc. Donc, il nous a envoyé un devoir de vacances. Alors, c'était faire un article sur la R18 Turbo qui n'était pas sortie, qui n'existait pas. Il fallait inventer, il fallait aller à la pêche au renseignement, tu vois, alors que c'était pas encore mon métier. Et donc, la R18 Turbo, et puis un essai de 911. Ça, c'était un peu plus courant, mais j'avais fait d'essais, quoi. Je savais que ça existait, 911, je pense bien. Et donc, il y en a 100 qui ont répondu, parce que ça a calmé quand même. Il y avait 2 articles à rédiger.
au crayon, à la gomme, et puis mon épouse, ma future épouse qui était à la machine. Et donc, on est 100 à avoir répondu. Là-dedans, il y en avait 25 qui devaient se tenir, quoi, comme des débutants, quoi. Et ils en ont tiré 6 ou 7. Et je me suis retrouvé à faire le volant auto-hebdo à Paris, rue de Lille à l'époque. Donc j'arrive dans le bureau de Michel Houellebecq, entre autres, et puis son bras droit à l'époque c'était Gérard Lips, le rédac chef d'Auto-Hebdo c'était Étienne Moiti, une famille automobile, hein. Et donc de journalistes automobiles. Et donc et Gilles Dupré. Alors Gilles tout de suite il a dit moi comptez pas sur moi pour donner mon avis puisque on s'est croisés à l'école de temps en temps avec Yves, donc et les autres ont dû se dire bah écoute s'il y en a un qui peut supporter le Gilles Dupré parce que c'est quand même un personnage, s'il y en a un qui peut le supporter ça sera son pote, son jumeau, puis en plus ils ont la même façon de s'exprimer. Et on est de la même génération, Coluche, etc. Puis on a fait le même parcours, on s'est tapé sur les mêmes doigts avec les mêmes marteaux, enfin chacun le sien. Voilà, on était jumeaux quoi, et avec des caractères différents, c'est-à-dire avec un pour supporter l'autre quoi. Mais c'est comme ça que ça marche les couples. Et donc que je me retrouve à Auto Hebdo en décembre 80. Et là, je m'éclate parce que l'hebdomadaire, je sais rien faire, hein. L'hebdomadaire, c'est quand même sensationnel. Parce que t'avais Didier Braillon qui était sur les Grands Prix, Christian Courtel qui était sur les circuits français, t'avais Jean-Paul Ramboisé qui était sur les rallyes, championnat du monde ou autre. Et là, tout le monde se retrouvait avec des yeux, avec des grosses valises le lundi matin à la rédaction Rue de Lille, à faire son papier, etc. Et des fois, avec Gilles, nous partions, puis avec Xavier Denonvel, le photographe, nous partions à Montlhéry, chronométrer une bagnole, faire les photos, et l'après-midi, tout le monde était studieux. Moi, je me coinçais les doigts entre les touches parce que j'avais jamais appris à taper à la machine, évidemment. Donc, c'était pire qu'un flic, quoi. Touche partout, ou un journaleux, hein. Et donc, on tapait à la vraie machine mécanique à l'époque. Et il fallait rendre le papier et boucler le canard le soir. Allez, quand il n'y avait pas trop d'actu, c'était 8 heures du soir pour l'apéro. Enfin, on n'en prenait pas d'ailleurs. On n'avait pas le vice encore. Et pour le dîner, on allait dîner dans le coin ou à 22, 23 heures, bon, ça va, à Paris, un lundi soir, on y arrive encore. Pendant ce temps-là, tu avais un coursier qui partait à Bruxelles, chez Nimifi pour photograveur, imprimeur, etc., etc. Et donc, ça, c'était le lundi soir. C'était un lundi, c'était la ruche. C'était fabuleux. On avait découvert une bagnole le lundi matin. Et le mardi après-midi, alors le mardi matin, c'était on joue au tennis. Pierre Pagani, Olivier Quesnel, Étienne Moiti, etc. Jean-Pierre Malcher, enfin bon. Et François Chatriot, enfin voilà. Et le mardi après-midi, on rigolait plus, réunion de rédaction, et les premiers exemplaires de réglage, les premiers exemplaires imprimés, arrivaient de Bruxelles, de Belgique, ouais. Et on se les jetait à la figure, on les déchirait, on voulait seulement voir, on était très très fiers, très satisfaits de ce qu'on avait fait, mais on se les envoyait à la figure, on essayait de ne voir que ce qu'on aurait pu faire mieux, quoi. Un peu comme chez Mercedes F1 aujourd'hui, ce qui fait que du coup, Auto Hebdo, il a commencé à vendre des 45, 50 000 exemplaires, etc. Et puis, bon, c'est un milieu de caractériel, c'est très chaud, tu vois, c'est très... Et le journal était en kiosque le jeudi. Donc voilà, donc t'as ton boulot, tu fais ton boulot le lundi matin, la journée du lundi, tu rends ton truc, ton devoir le lundi soir, et tu avais ton canard dans les mains le mardi après-midi, le mardi soir, et puis il était en kiosque le jeudi. Donc l'hebdomadaire, c'est vraiment, j'ai eu la meilleure école. J'ai jamais fait de quotidien, mais j'ai trouvé ça formidable. Juste le recul qu'il faut, et c'est vraiment du bonheur. Bah visiblement, ton hebdo, tu le faisais en une journée, quoi. Donc finalement, tu étais sur un rythme de quotidien, quasiment. Oui, le lundi, pour le dernier essai qu'on arrivait à bourrer, c'est ça qui coûtait cher à Sport Auto, parce que le pauvre José, lui, il faisait son boulot normalement, mais il était extérieur. Et à la rédaction, je l'ai compris après, quand nous nous sommes retrouvés à Sport Auto avec Gilles Dupré, à essayer de remonter Sport Auto face à la machine de guerre que nous avions construite à Auto Hebdo, tu vois. Mais Gilles, de toute façon, c'est un bison, c'est une locomotive,
c'est un tank, c'est une centrale atomique, parce qu'on a quitté Auto Hebdo un peu chaudement fin 82. Vous étiez fâché avec le taulier? Pas avec le taulier, justement, pas avec Michel. La preuve, c'est que quelques années après, en 90, il nous a donné les clés d'échappement. Donc, sa pépite, quoi, son bébé qui a permis de démarrer le groupe, le petit groupe Michel Hommel. Et donc, lui, puis c'est un vrai patron, il cicatrise, quoi. Il retombe sur ses pieds, il cicatrise, il avance. Donc, et il nous avait coincé un jour sur le stand Sport Auto du salon de la voiture de course, un stand magnifique avec une moquette noire, une moquette rouge. Sur la moquette noire, il y avait une Lancia Martini, une Lancia Delta de rallye Martini rouge, et sur la moquette rouge, il y avait une Lotus noire, évidemment, de Formule 1 noire. Donc c'était un stand magnifique. Il y a tous nos copains d'Auto Hebdo qui entouraient le staff de Michel, de Monsieur Michel, qui l'entourait et puis qui nous faisait coucou comme ça, mais pas devant le patron, quoi, pour pas l'énerver. Et lui, il les plante là en milieu d'une allée et fonce sur nous. Et il est resté 3/4 d'heure en disant moi j'ai plein de trucs à gérer, les banques, les trucs, les machins. Là, votre histoire, votre fâcherie avec Étienne Boiti, et merci Étienne pour tout ce qu'il m'a apporté. Mais c'était aussi un gros caractériel, hein, j'en ai croisé quelques-uns comme ça. Mais bon, donc Étienne, votre fâcherie avec Étienne, j'ai pas su la gérer, mais on retravaillera ensemble. Et donc, on s'est retrouvés 8 ans après à échappement, à construire la berlinette Hommel. Alors pas moi, Gilles et son frère Jean-Sylvain. Ah oui. Donc, tu vois, moi je me suis retrouvé, j'ai passé la plupart de mon temps quand même chez Michel Hommel, puisque j'ai fait 2 ans d'Auto Hebdo, pratiquement 10 ans d'échappement avec 4x4 Margarine, hein, 4x4 Magazine. Ça c'était avec Denis Hamon, le rédacteur en chef. C'était 2 années formidables, très bien accueillis par Denis, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis éclaté. Et c'était une sorte de retour aux sources, tu vois, vers la Jeep de mon père et les Unimog qu'il vendait au Maroc. Ouais, j'allais dire, c'est quand même, ça te changeait complètement d'univers. Tu passais des sportifs de la compétition au 4x4 dans les sous-bois et dans les ornières. Puis les dévers, les trucs comme ça. Et si tu veux, j'ai appris, là. J'ai tout appris, hein. Bon, j'aimais bien. J'étais un peu, j'avais le sens de la pente par le ski, si tu veux. On s'est fait quand même quelques couloirs sympas avec mes amis. Et tu sais, des trucs genre, quand t'es en travers, t'as le coude qui touche la paroi, donc t'as pas, ça va. Donc le 1/4x4, ça m'attirait beaucoup. Et puis bon, c'est un pilotage, mais c'est un pilotage de beaucoup de précision, de concentration. C'est un pilotage de lenteur, Oui. où t'as parfois en monoplace ou en circuit, tu peux trouver que tu te traînes, que tu trouves toujours que tu vas passer vite. Et en 4x4, des fois, tu vas trop vite. Et là, si tu as un Sanyong, ça peut finir avec pan sur le museau, quoi. Donc, ou comme dirait Lionel Froissart, que j'ai rencontré au Auto Hebdo, parce qu'à Auto Hebdo, tout le monde a commencé au Auto Hebdo. Eric Batt qui a lancé, qui a piloté Auto Plus, le lancement d'Auto Plus, et puis pendant des années, il était à Auto Hebdo. Lionel Froissart qui a été à Libé, puis qui a fait la Formule 1, Dakar et tout. Alors une fois il l'envoie au Dakar, il revient et il dit et là machin a mis le Toyota. Donc voilà, ça c'est du Froissart. J'ai rencontré Mathieu Anger aussi qui a fait une revue sympa sur la moto. Et non, j'ai rencontré plein de gens, Xavier Denombel qui est une sommité de la photo. Sous d'une Jaguar, il se dérange pas, mais d'une Jaguar faite à 2 exemplaires de préférence. Donc voilà, et qui démarrait là. Tout le monde a débuté. Bernard Rasset, grand photographe devant l'éternel. Tout le monde a débuté chez Michel Hommel à Auto Hebdo. Donc voilà, ça c'était ma première vie à Auto Hebdo. Et c'est drôle parce que dans ma vie, je suis toujours allé travailler, même si des fois il y a eu un peu des... Bon, moi, je claque pas la porte parce que ça fait du bruit, mais c'est plus froid comme fâcherie. Mais je suis toujours allé travailler 2 fois dans une boîte. Et c'est
curieux, pas fait exprès, mais c'est comme ça. Parce que je pars toujours, même si je pars fâché, on sait pourquoi, si tu veux. Et c'est droit, c'est d'équerre, donc on sait à qui on a affaire, éventuellement on n'hésite pas à me reprendre. Au moins on est prévenu. Donc j'ai toujours travaillé 2 fois au même endroit et je me suis éclaté. Donc après Auto Hebdo, j'ai été repêché, merci Jean-Pierre Malcher et François Cardon, j'ai été repêché à l'Action Automobile et Touristique. Alors l'Action Automobile et Touristique, c'était un journal qui se vendait pas trop en kiosque parce qu'il il se vendait par abonnement aux sociétaires, aux quelques sociétaires des automobiles clubs français que j'ai été repêché et le rédacteur en chef, c'était Alain Berthaud, dont j'avais lu les exploits. Alain Berthaud qui gagne l'indice énergétique aux 24 heures du Mans avec une Panhard de 50 chevaux. Donc là, il fallait pas mettre un coup de volant. Mais Alain, c'était un toucher cristallin, c'était Paganini au volant, pour arriver à faire avancer des petites brailes comme ça. Il s'agissait pas de freiner, non, c'était. Et alors Jean-Pierre Malcher, lui, on pouvait lui donner n'importe quoi, il le faisait avancer un peu façon Radiotti, même s'il a pas fait de autant de rallye, mais il a gagné, entre autres avec Bernard Darniche, parce qu'ils ont souvent fait équipe, les 24 heures de Chamonix sur glace, ils l'ont gagné. Je vais dire 6 fois, mais c'est peut-être 8. Enfin bon. Donc, je me suis retrouvé là. Puis François Cardon, lui, venait du kart. Il était pilote il avait pris la succession un peu de Jean-Pierre chez Monsieur Malcher, kart. Et il avait un brillant pilote de kart et un brillant pilote tout court. Donc, je me suis retrouvé avec ces oiseaux-là. Et c'était très, très sympa. Je suis resté 1 an et demi en attente de quelque chose de plus sportif quand même, même si on a vraiment bien travaillé, on a bien monté les ventes en kiosque. Bravo Jean-Pierre et merci Monsieur Dupuis de nous avoir laissé travailler, de nous avoir fait confiance. Et Paul Dupuis, c'était un monsieur de la presse, qui était président donc pour d'un côté l'Action Automobile et Touristique et de l'autre côté Sciences et Vie par exemple, et toutes les déclinaisons qu'il en a faites, quoi, aussi bien surtout en informatique d'ailleurs, Sciences et Vie Micro, Sciences et Vie Mac, etc. Donc c'était très sympa, même si j'étais pas complètement chez moi, si tu veux, plutôt qu'un break regatta diesel automatique, j'avais envie de retourner essayer des GTI, quoi, au minimum. Et donc, je me suis retrouvé à Sport Auto, de nouveau avec Gilles Dupré. Et Gilles qui avait déjà remonté Sport Auto de moins de 40 000 à 65 000 la première année, tu vois. Rien qu'en valorisant, en ajoutant ses essais à ceux de José Rosinski qu'il valorisait. C'est-à-dire que les essais de José Rosinski, ils étaient posés sur la pile et puis ils ne vivaient à Sport Auto que pour la Formule 1. Donc, même le Grand Prix de 3 semaines avant, puisque c'est un mensuel, il est resté mensuel, le Grand Prix de 3 semaines avant, il avait toujours ses 12 ou ses 20 pages, parce que Gérard Combach, qui était un fondateur de Sport Auto, il faisait ça pour sa Formule 1, pour ses amis, etc. Et il avait raison. Et c'était sa passion à lui. Et donc, les essais de Rosinski, c'était s'il y avait de la place. Et toute la rédaction réagissait comme ça. Donc, Gilles est arrivé là-dedans. Et lui, les essais de Rosinski, il les sortait de dessous la pile, il les remettait dessus, en disant on est déjà handicapé par le fait d'être mensuel. Et en face, on a Auto Hebdo et on s'y connaît puisqu'on en vient. Donc là, maintenant, on va bombarder. Alors, il y a eu José, il y a eu Gilles et moi, et on était. Mais alors, on bouclait pire qu'un hebdo. Là, c'était fabuleux. Donc, avec Gilles, je me rappelle avoir bouclé au moins un Sport Auto comme ça, avec première nuit blanche le dimanche soir. Gilles chez lui, moi chez moi. Le lundi soir, il me dit bon là, il faut que je dorme quelques heures. Donc j'ai fait une deuxième nuit blanche, je crois directement chez le compositeur, parce qu'à l'époque on donnait des manuscrits et puis c'était ressaisi par des clavistes. Tu vois le temps gagné maintenant avec la numérisation, quoi.
avec le digital. Et donc, je suis resté à l'atelier de photocomposition, j'ai tapé directement mon truc, etc. Et pareil, on s'est fait 2 nuits et 3 jours, enfin 4 jours, parce qu'il y a eu le samedi. Enfin, d'affilée, je m'étais tapé de vous. Alors là, j'ai dit ça, t'es quand même le seul à me l'avoir collé. Ça je l'avais pas encore vu. Il dit, ben, écoute, on vient du même endroit, on vient de la course, il faut que ça roule. Même si la voiture est pulvérisée, qu'il reste une seule roue, il faut que le lendemain, elle soit sur la grille de départ. C'est une super école. Merci Jean-François Vanet, merci Gilles Dupré pour ça. Et ce sont mes 2 grands frères, si tu veux, d'éclate, quoi. Ouais. Donc, voilà, Auto Hebdo, l'Action, Sport Auto. Là, il y a eu fâcherie au bout de 3 ans, c'est barré. Et Gilles est resté à l'Auto-Journal, de l'autre côté de la rue, à Barbès, là-bas. Et puis moi, je suis retourné à l'Action Automobile. Et là, il n'y avait plus Jean-Pierre Malcher, qui était parti à Auto Hebdo parce qu'il en rêvait. Et c'est tant mieux pour eux, et tant mieux pour lui. Mais on avait un invité mensuel qui était Henri Pescarolo. Wow. Donc évidemment, je savais qui c'était, tu penses bien. Mais là, c'est devenu un camarade de travail. Et monsieur. Donc Henri, il nous envoyait. Alors d'abord, c'est lui qui écrivait ses papiers, de la première à la dernière virgule. Et c'est très important parce que les virgules, lui, il sait les poser. Je te dirais, quand Monsieur Pescarolo pose une virgule, on écoute. C'est comme dans Audiard. Non, je pense que ça doit être dans les tontons. Quand un mec de 100 kilos te parle, tu l'écoutes. Il y a une réplique comme ça à peu près. Et donc Henri, un silence d'Henri, ça s'écoute, quoi. C'est vraiment un monsieur, c'est quelqu'un d'extrêmement profond. Et sur sa carte de visite, Henri qui gagne 4 fois le Mans, sur sa carte de visite, il y a marqué Henri Pescarolo, cultivateur. Voilà, là t'as tout dit, quoi. Et donc Henri m'a valu énormément de choses. Donc il écrivait son propre article. À l'époque, on utilisait le Minitel, parce qu'on avait le Minitel. Pas que le rose, d'ailleurs, le nôtre était plutôt marron, je crois, et beige. Et donc, on s'appelait 4, 3, 2, 1, paf, on appuyait, on voyait passer des hiéroglyphes sur l'écran du Minitel, mais c'était du Pesca, et puis du pur jus. Alors, quand Henri parlait, on le lisait, on l'écoutait, et c'était formidable ce qu'il faisait. Quand il t'expliquait, un jour, on lui fait essayer une Countach, et il t'explique que la porte en élytre s'ouvre, et que tu t'attends que c'est la voiture du diable, parce que elle gronde, elle fume, etc. Et que tu vois la porte en élite qui s'ouvre, tu t'attends à voir sortir la Cicciolina, tu vois. Donc ça, il y avait Henri pour sortir ça. Et puis, donc, on se régalait tous les mois. Alors, et surtout, Henri, il m'appelait, il me disait, surtout, tu relis bien, tu changes et tout. Je n'ai jamais changé une virgule ou un mot, quoi. C'était extraordinaire, tel quel. Alors qu'il y avait d'autres brillants pilotes, qui avaient des états de service équivalents, qui écrivaient pour des camarades d'autres magazines, mais qui étaient assistés, ce qui est bien naturel, je dirais, par un journaliste professionnel. Et ça n'empêche pas qu'on lisait, on avait l'impression d'avoir le mec en face, Jean-Pierre Jabouille, Jacques Lafitte, qui faisait des essais pour les 2 beaufs, qui faisaient beaux-frères, pardon, pas beaufs, qui faisaient des essais pour l'Automobile Magazine, c'est quelque chose quand même. Mais Henri, non, lui, c'était lui. Les titres, les trucs. Et puis alors, quand les attachés de presse, quand il en allumait une, il n'appelait pas pour se plaindre. Parce que, en général, quand j'ai essayé une Citroën, par exemple, et moi, j'aimais pas leur signature. Voilà. Même une Citroën non hydraulique, t'arrivais à ressentir un haut le cœur un peu en rebond quand la suspension se détend. Et là, tu as Jean-Pierre Jagouille qui te dit bien sûr, mais c'est normal. Ils mettent les mêmes vitesses, les mêmes valeurs en détente qu'en compression. Voilà, boum, il avait tout dit. Jean-Pierre avait parlé. Voilà, mais c'était une culture maison. C'est comme ça. Alors, on les vénérait. Mais quand j'écrivais des insanités sur Citroën, j'avais tout de suite les piquets du service presse, les fidèles, les ultras qui m'appelaient pour me passer une volée. Mais il y avait du répondant, t'inquiète.
Et donc, je les aime. Et donc, mais quand c'était Henri qui l'écrivait, là, le téléphone sonnait pas. Je me rappelle très bien, on lui prête une XM et il allait faire les 1000 km de Spa-Francorchamps sur une Sauber, je pense. Et donc, il part là-bas avec son pote ostéo, Alex Berra. Et donc, Henri écrit, il faudrait que j'ai la phrase sous les yeux, mais en gros, il écrit nous rentrons par les Ardennes avec Maddy, son épouse merveilleuse, assise à mes côtés, et derrière, il y a mon ostéopathe Alex Berra. Et il dit l'auto tient bien la route, etc. Jusqu'au moment où j'entends Alex me demander est-ce que je peux poser des croissants sur la banquette. Le problème, c'est que c'était les croissants du petit déjeuner. Donc voilà. Et ça, c'était bâché. C'était remonté bas, Marcel. C'était réglé. Donc voilà, Henri, journaliste automobile, grand journaliste automobile. J'aurais appris quelque chose. Je ne savais pas qu'Henri Pescarolo avait écrit dans la presse. Je me suis régalé. Donc ça, c'était ma deuxième vie à l'Action automobile. Et j'ai quitté l'Action pour travailler une troisième fois avec Gilles Dupré à Échappement. Donc de nouveau chez Michel Hommel. Ouais. Et ce qui s'était passé, donc Gilles, il y avait eu un coup de torchon chez Hommel, chez Échappement, et où il y avait un village gaulois, mais de passionnés, mais qui eux étaient centrés surtout au rallye. Ils se parlaient pas trop avec ceux des essais, où il y avait pourtant des gens talentueux, enfin compétents. Mais bon, voilà, la sauce ça marchait pas très très bien. Bon, un jour Hommel a pris le coup de sang. Il a viré la chef qui était quelqu'un, Gérard Brouillet, qui était un monsieur, mais c'est vrai, surtout au rallye, quoi. Il appelle Gilles et il lui donne les clés d'échappement. Ça, c'était en mars 90, février-mars. Et mon Gilles arrive pour la dernière réunion avant l'attaque du prochain numéro. Il va rejoindre Hommel et Quesnel, et Olivier Quesnel, qui avait quitté le Peugeot Talbot Sport pour être bras droit de Michel Hommel. Et enfin, les bras droit, cerveau droit aussi, parce que Michel n'a pas besoin de cerveau, mais Olivier en a à revendre. Il calcule plus vite que son ombre, entre autres. Et donc, Gilles les rejoint au resto pour le café. Et là, il finissait de déjeuner avec Jean-Charles Redley, fils de Monsieur Alpine, et grand gardien du temple, quoi, érigé par son père. Et donc, Jean-Charles s'en va et Monsieur Michel et Monsieur Olivier, comme on les appelait, disent à Gilles, tu vois, c'est quand même dommage, il n'y aura plus jamais de berlinette en France. Dans l'esprit Alpine, quoi. Puisque même Alpine l'avait perdu. Alpine avait commencé à faire des grosses voitures, quoi, à mettre du cuir, à mettre la clim, etc., quoi. Et donc, et Gilles dit, ouais, mais moi, je suis en train de m'en faire une. Alors, dans mon jardin, au fond de mon jardin, à Gagny, chez moi. Alors, pour être exact, il en faisait deux. Une pour lui, une pour moi. Et donc, moi, j'avais déjà... Alors, il coupait tout pour 6 voitures. Les tubes, les arceaux, quand il faisait cintrer un arceau, il en faisait faire 6. Il était parti pour 6. Et donc, il voulait refaire, son idée, c'était de refaire sa barquette de la coupe Simca-Shell, mais pour la route, homologuée pour la route. Donc, mon Gilles, moi, j'avais déjà mon couple tableau de bord, lui, il avait le couple tableau de bord, et puis il avait le couple arceau aussi. Enfin bon, il y avait 2 voitures en chantier, et on se faisait des réunions de temps en temps, du temps où nous étions à Sport-Auto, pour savoir si on choisissait de la mécanique Renault, parce que Renault avait un service de vente de moteurs, pas seulement pour faire des formules Renault, mais donc c'était la R21 Turbo. Là, c'était facile parce que le moteur était en porte-à-faux avant, donc le moteur il se retrouvait central arrière, derrière les passagers, les deux, le pilote et le copilote, et puis après le différentiel, et puis la boîte de vitesse en porte-à-faux arrière. Donc c'était idéal, comme une formule Renault, quoi, voilà.
Et puis, d'un autre côté, il y avait Peugeot qui avait sorti une bombe, une auto extraordinaire, qui a marqué, la 405 Mi-16, avec le 16 soupape formidable. Mais bon, là, c'était un peu plus compliqué parce que le moteur était en travers. Et bon, c'est bien, ça resserre les masses. Chez Peugeot Sport, enfin, des gens toujours très discrets, ils nous ont jamais donné les plans des bagnoles. Mais on savait que la Mi-16, il y aurait une version T16 turbo et il y aurait une 4 roues motrices. Et pour Gilles, lui, 150, 160 chevaux, 180 chevaux sur 2 roues motrices, mais au-delà, 200 chevaux pour 405 T16 qu'on subodorait, il faut 4 roues motrices. Et la 405 T16 serait 4 roues motrices. Donc nous avions choisi de travailler, d'envisager, d'espérer travailler avec Peugeot, mais on ne savait pas s'ils voudraient nous vendre un moteur, s'ils nous foutraient la paire. Bon, on serait en acheter une, après avoir gagné au loto, bien sûr. Donc, Gilles, il raconte ça à Hommel, et moi, Hommel, il était comme de rond de flanc, avec Olivier Quesnel qui faisait marcher le computer, là, déjà. Et Hommel, il dit, bah, attends, Gilles, moi, c'est mon rêve de créer une voiture, mais je sais pas le faire, mais j'ai les moyens. Toi, tu sais faire une voiture et t'as pas les moyens. Donc, il faut qu'on la fasse, et c'est comme ça qu'est née la berlinette échappement. Donc, il y a eu 50 exemplaires. Après, il y a eu la barquette, 50 exemplaires. Donc, après, il y a eu la RS, puis la RS2, puis la RS3, que je suis le seul à avoir conduit avec Gilles sur le circuit de l'Oléac et qui est rentré au musée, quoi. C'était une barquette, de nouveau, retour aux sources. Mais l'aventure s'arrêtait. Il y avait près de 300 voitures qui doivent toujours tout rouler, homologuées comme une Twingo, hein, non pas homologuées par... en petite quantité, enfin, je ne sais plus comment on dit, mais homologué par type. Donc Gilles, il était rédac chef pendant un an ou deux d'échappement. Et pendant ce temps-là, en dessous, à l'atelier, son jeune frangin Jean-Sylvain, avec qui il avait fait ses voitures de course, lui, il attaquait, il avait rapatrié les pièces de Gagny, ils attaquaient les 6 premières berlinettes à Saint-Cloud et sous échappement. Donc voilà, l'aventure, et pendant ce temps-là, Michel Hommel, il retournait l'Oléac, ce village d'Ille-et-Vilaine, à 35 km en dessous de Rennes, parce qu'il avait eu un coup de cœur pour une maison, pour les pierres de cette maison, donc il avait acheté cette maison, et le grand plaisir de Michel Hommel, qui était déjà bien millionnaire, qui possédait quelques voitures, dont une Renault NN, taxi de la Marne, et plus une Ferrari de temps en temps, une Boxer, des trucs comme ça. Et ben Michel Hommel, son grand plaisir, c'était de prendre le TGV, d'aller à l'Oléac. Et puis le samedi matin, il était en bras de chemise sur son vélo rouillé, il allait boire le coup avec le charpentier qui était maire, Célestin, avec l'éleveur de cochons qui était patron du comité des fêtes. Il allait couper l'andouille et boire un coup de blanc. Et alors les autres lui disaient, mais toi le Parisien, t'as pas une idée pour remonter l'Oléac, parce que l'Oléac était descendu de 500 à 250 habitants, parce qu'ils avaient fait une déviation sur la route de Rennes à Vannes, non, Saint-Nazaire, quelque chose comme ça. Enfin, depuis le temps que je suis pas allé, ça me manque. Et donc, peu importe. Et il y avait donc plus de 250 habitants, hein, l'Exode, quoi. Et donc, Mel, il dit, bah écoutez, moi, il y a un truc, j'aimerais lancer un nouveau canard, auto-hebdo en l'occurrence, et je voudrais le lancer en même temps qu'une discipline extrêmement spectaculaire qu'on trouve en Scandinavie, en Angleterre bien entendu, qui est le rallycross. Et ça permettrait d'essayer de faire du retentissement en introduisant le rallycross en France et de lancer ce canard hebdomadaire qui manquait dans l'automobile. Et donc les autres lui disent, mais qu'est-ce qu'il te faut? Bah, il faudrait une pâture de 10 hectares, je sais pas quoi, pas de problème, on a de la jachère, on a tout ce qu'il faut. Et voilà comment est né le premier rallycross à l'Oléac. Et il y a eu, je crois, 12 000 entrées. Donc le circuit est devenu permanent et l'Oléac est devenu le troisième événement automobile français
après les 24 heures du Mans, le Grand Prix de France quand il y en avait un, et l'OEAC où il y avait 35 000 entrées. Bon, après, t'as Patrick Péter qui a fait le Mans Classique, par exemple, qui est un must et qui est un truc fabuleux, quoi. Mais l'OEAC, ça reste. Maintenant, c'est championnat du monde, etc. Enfin, t'as des Solberg, des Loeb, des Grenoble. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Et puis, après, il y a eu un circuit asphalte pour développer la berlinette, pour développer les Hummel. Et puis, il y a eu un circuit de cartes où il y a eu championnat d'Europe. Enfin bon, c'est un fou furieux. Et puis, il a racheté une caséinerie à Lactel, dans lequel a été transférée l'usine des automobiles Michel Hummel, une fois que la voiture a été homologuée. Crash test, test ceinture, pollution, émissions sonores, enfin, etc., etc. Donc j'avais un patron qui rachetait tout ce qu'il voyait, tout ce qui était à racheter à l'OEAC. Et puis il disait tiens, qu'est-ce qui manque à l'OEAC? Ben, il n'y a même pas une crêperie. Donc il attrapait Christian Lefebvre qui court en rallycross. Et il a dit, bah, dis donc, Christian, tu nous ferais pas une crêperie? Alors, Christian, lui, c'est un type formidable, très allant, très sympa, très enthousiaste, très passionné, qui courait avec une Porsche comme possible en rallycross. Et il a monté la manivelle à l'OEAC. Donc, Christian, il dit, mais moi, j'ai pas les fonds. Michel, il dit, t'inquiète, fais des crêpes, fais-nous des galettes. Et lui, son but, c'était pas de posséder, comme dans les westerns, de posséder tout le village, c'était de faire vivre, qu'il y ait de la lumière dans toutes les maisons du village. Alors il y a eu une crêperie, après il y a eu un hôtel, et puis après Michel il a racheté un autre truc, il en a fait le café du village, c'était une cathédrale pas possible, Puis où il y il avait y avait surtout un le musée. piano-bar, où il y avait des chambres, et il a fait le manoir de l'automobile. Alors moi, la première fois que je suis allé au manoir de l'automobile qui n'était pas construit, il avait racheté une ferme, contre le circuit de rallycross. Et là, on va dire une étable, il y avait 70 voitures, mais dont les poignées se touchaient, quoi. Oui. Il fallait marcher sur les voitures pour aller chercher celle du bout, quoi, presque. C'était exceptionnel. Il y avait 70 voitures. Puis après, il y en a eu 400, quoi. De à Hummel et pas qu'à Hummel. Et puis son musée, il est extraordinaire. Parce qu'un jour, il y avait un pépé qui voulait prendre sa retraite. Il avait un musée de l'attelage hippomobile. Donc des canassons empaillés avec des roulottes, des chariotes, des trucs et des machins. Et Michel a récupéré tout ça, il l'a hébergé au premier étage de son manoir de l'automobile. Et donc c'est un musée où même si maman aime pas les bagnoles, eh ben, elle va voir des beaux vêtements d'époque, des belles dames, des coiffures d'époque, etc. Et puis il a aussi refait grâce à des maquettistes de cinéma, il a refait ou en miniature ou en échelle 1, parce qu'il adore chiner, il a refait. Alors il y a une salle de classe au début du XXe siècle, il y a un atelier de vulcanisateur avec des outils Michelin de 1902. Enfin, il y a un Fouga Magister qui est peut-être de la patrouille de France il y a bien longtemps, qui est pendu au plafond. Enfin, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. C'est quel monsieur, quel entrepreneur. Malheureusement, l'Empire Rommel est plutôt sur le déclin, puisqu'il il a été obligé de céder Auto Hebdo, le manoir se porte pas très bien. Ah oui, bah bien sûr, mais le manoir, il a beau avoir fait, même dans les premières années, déjà 10 000 visiteurs, etc. On sait qu'un musée, c'est pas ça qui gagne de l'argent, ça a même du mal à s'équilibrer. Donc, et puis Michel, il a donné, maintenant il aurait le droit de lever le pied. Bien sûr. Longue vie à lui, il a eu des coups de fatigue, je l'ai remonté, je l'ai vu à Rétromobile, il m'a raconté ses projets parce qu'il en a toujours. Bon, bah là, ils en ont peut-être pris un coup dernièrement, mais c'est pas grave, il y a dans les choses qu'il a créées. Tu sais, Michel, chaque année, il a commencé avec échappement, en tout et pour tout. Puis à un moment, il s'est retrouvé avec 17, 24 titres. Enfin bon, alors il en lançait un dans l'année, il en rachetait un, il en vendait deux, enfin il en arrêtait un. Enfin tu vois, ça a toujours vécu, brassé, etc. Il y a eu des canards, des pins, des magazines de pins, des magazines de ceci, des magazines de cela. Mais les pins,
la folie a duré 3 ans, 4 ans, je sais pas. Donc il faut bien passer à autre chose. Et puis Michel, il a 2 enfants charmants, les aînés. Hein, je parle des aînés parce qu'il y a la jeune génération, mais les aînés qui seraient en âge d'être héritiers de l'Empire, comme tu dis, Félicia d'un côté et puis Manu de l'autre, c'est pas leur truc, tu vois. Non, j'ai eu des patrons sensationnels. Et, et un patron comme Michel Homel, il faut savoir que Michel, il était donc patron de presse, constructeur automobile, il avait une licence 4 pour le café du village, machin. Il est hôtelier, parce qu'il avait pas les parts, parce que lui, il veut pas tout garder, c'est pas pour lui, il lance le truc, et après, il confie ça à quelqu'un. Boucher, parce qu'il n'y avait pas de boucherie à l'OEAC. Michel, il tordait le poignet à tous ses fournisseurs, à tous ses amis, etc., pour qu'ils viennent investir dans l'OEAC, qu'ils fassent un gîte, qu'ils fassent des chambres d'hôtes, et puis qu'ils achètent une berlinette surtout. Et donc, et l'OEAC s'est retrouvé et repassé à 600 habitants. Bon, là, j'ai des chiffres anciens, hein, mais il est repassé à 600 habitants. Et c'est un type qui n'arrête jamais. Sacré personnage. Et Gilles Dupré, c'est un mec qui n'arrête jamais non plus. Oui, c'est un grand personnage. Mais moi, j'ai eu des patrons de presse. Le reste du temps, j'ai travaillé plutôt pour des entités. Quand je me suis retrouvé à Sport Auto, c'était plus chez Monsieur Homel ou chez Monsieur Dupuis, c'était chez Hersan dans un premier temps, puis chez Mondial, et puis Mondadori, c'est quelque chose. C'est comme ça que ça a fini, du moins de mon temps, hein, puisque ça a encore changé. Et surtout, ils m'ont toujours foutu la paix. Paul Dupuis, il descendait des fois à la rédaction parce qu'il relisait tout, hein, il était directeur de la publication, donc il relisait tout, et il me disait vous êtes sûr là, parce que là quand même la Rover Metro là, qui était une des rares voitures encore dangereuses à cette époque-là, il disait mais vous êtes sûr là, parce que la dernière fois quand même vous nous avez fait perdre un budget pub de 400 000 francs ou je sais pas combien. Alors je dis écoutez Paul, j'ai des témoins, c'est une voiture avec laquelle on peut se virer en ligne droite, quoi. Donc ça devient rare. Bon, pas de problème. Il y avait quelques bouses comme ça dans les années encore 80-90. Il y en a eu quelques-unes. Je me rappelle Jean-Pierre Malcher quand il essayait une Ford Orion, qui était une escorte avec un coffre, ou une Fiat Regatta qui était une Ritmo avec un coffre. En gros, quand on sautait la bosse à Montlhéry, et c'était quand même lui qui sautait le plus haut, et donc le plus loin. Et il écrivait, notre Jean-Pierre Malcher, et il disait mais c'est pas une colonne de direction qu'ils ont montée, c'est un tuyau d'arrosage, quoi. Donc on pouvait se permettre, on avait la chance, il y avait du relief, on pouvait, et on avait des patrons qui nous foutaient la paix. Homel, c'était très facile. Un jour, il y a un directeur de la pub Peugeot, qui est son métier, hein, le brave homme, qui avait fait 3 sauts périlleux en lisant les insanités que Gilles et moi avions écrit avant la 205 GTI, parce qu'après on n'était plus des collabos, comme on nous appelait chez Renault, sans doute chez Peugeot ou Citroën, on était des franchouillards, quoi. Mais il y a quand même pas de différence, pas de similitude entre le train avant d'une 104 et celui d'une 205 GTI, quoi. Voilà. Donc c'est quand même lui qui avait évolué, et Dieu merci, parce qu'il savait faire. Hein. Et donc le gars appelle Homel, il dit donc on va pas renouveler on va vous enlever de notre budget pub là. Parce que vos journalistes, ils nous ont encore incendié jeudi dernier, parce qu'ils sortaient le jeudi à l'époque. Alors, Michel, mais Yoga, là, c'était un ponte, hein, c'était le patron de la pub, il avait un gros budget quand même. Et Michel lui dit, mais attendez, monsieur, je comprends pas de quoi vous me parlez, parce que chez nous, la pub, c'est au rez-de-chaussée, et la rédaction, c'est au premier étage. Allez, pan. Et l'histoire était revenue aux oreilles de Corrado Provera, qui était le grand monsieur de la com chez Peugeot, et à la réunion suivante de rédaction, parce qu'on a quand même des oreilles qui traînent en tant que journaleux, et on a Corrado à la rédaction d'après, donc c'était monsieur Boyau, peut-être à l'époque Boileau, qui
grand monsieur, qui présidait Citroën, qui dirigeait Citroën. Et tout le monde a fini de parler, tour de table, et Corrado, il attrape le mec de la pub, il dit, dis donc, toi, tu t'occupes de tes pubards et tu touches pas mes journalistes. Parce que, heureusement, qu'il y a les deux uluberlus là, d'Auto Hebdo pour nous botter le train de temps en temps, sinon on s'endormirait. Et au moins là, il y a du poil à gratter. Parce que c'est vrai qu'il y avait un peu de tendance par moment de dire c'est français, donc c'est bien. C'était pas le cas de José Rosinski à Sport Auto et c'était pas le cas de Gilles Dupré à Auto Hebdo. Voilà. C'est la fin de ce premier épisode consacré à Yves Bérosé. On se retrouve dans 15 jours pour la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'Auto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, voire à laisser une appréciation sur la plateforme où vous récupérez ce balado. Ça aidera d'autres personnes à découvrir ces entretiens. Pour vous tenir au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez liker sa page Facebook ou vous abonner à son fil Twitter. Cherchez à chaque fois Histoire d'Auto au pluriel. Enfin, vous pouvez me joindre par mail, histoiredauto toujours au pluriel, @gmail.com pour vos commentaires, suggestions ou idées. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois. À bientôt et bonne route.